c'est peut-être une déformation professionnelle, mais mon exposé en 3 parties, de longueurs inégales, donc ne chronométrez pas, parce que si à un moment vous arrivez ici, vous dites « Ah, c'est déjà fini, on aborde déjà la 3e », parce qu'effectivement, c'est la 3e partie qui va être la partie importante. Donc, je vais, dans un premier temps, brosser une rapide chronologie de la vie de Monfred dans la Corne de l'Afrique et la mettre en parallèle avec ce qui se passe en Éthiopie. Ensuite, on abordera ce qui, dans l'œuvre d'Henri de Monfred, constitue des témoignages ou des références à cet espace qu'est l'Éthiopie. Et puis, nous aborderons la partie, évidemment, la plus importante de notre exposé, qui est la mise en contexte, donc l'Éthiopie qu'a connue Henri de Monfred. Et cette citation est bien connue des amateurs d'Henri de Monfred. Elle est de Joseph Kessel, qui fut d'abord une rencontre inopinée et ensuite un ami dans la durée. Et j'aime beaucoup cette citation parce qu'elle se place vraiment au bon endroit de là où notre propos va commencer. Donc, peintre et voyageur, ami de Gauguin, Henri de Monfred débuta mal. Il fut refusé à Polytechnique, ça s'est arrivé à d'autres aussi, et se ruina dans des affaires et des amours médiocres. Ça aussi, c'est arrivé à d'autres. C'est la suite qui va être un peu plus originale. Sans un sou, le cœur vide, il s'embarqua il y a 20 ans, nous sommes en 1931, c'est exactement 20 ans, pour l'Abyssinie. À l'époque, l'Éthiopie, on l'appelait plutôt l'Abyssinie, sur la foi de vagues renseignements où il était question de commerce de café, de peau et d'autres choses aussi comme l'ivoire et d'autres choses aussi qu'on ne mentionnera moins. Il avait alors dépassé la trentaine, il considérait que sa vie était achevée, et en fait, elle commença. Et nous allons aussi commencer notre chronologie à ce moment-là, donc au moment où Henri de Monfred débarque en Afrique de l'Est. Il s'embarque à Marseille, sur le paquebot l'Oxus, qui débarque à Djibouti une quinzaine de jours plus tard. De là, il prend le train pour arriver à Dire Dawa en Éthiopie. Nous sommes en 1911. De 1911 à 1913, c'est la date de son premier séjour éthiopien, très bref, où il est commis pour une maison de commerce, et il va pas vraiment s'y installer à ce moment-là, parce qu'il va surtout être itinérant, mais je vais revenir sur la chose. Ensuite, en 1913, il est de retour à Djibouti, il quitte sa maison de commerce, achète un boutre, et commence ses propres activités, et cela pendant une période de 1913 à 1921, une période de 8 ans, avant un retour en Éthiopie en 1921, où il va s'installer près de Harar, dans l'est du pays, sur les hauteurs plus tempérées par rapport à Djibouti qui est dans la fournaise, où la ville ferroviaire à proximité connectée avec Djibouti, Dire Dawa, je vous les mentionne, mais je vous les montrerai sur une carte parce que je les rappellerai encore. Tout ça est dans les basses terres très chauds. Or, Harar est sur les hautes terres très frais, comme les montagnes du Tcherdjer. Donc forcément, il s'y installe par confort, par agrément, et à Araoué. Araoué n'est pas vraiment le nom de la localité, c'est la manière dont on le transcrit, mais là aussi, je reviendrai sur la chose. Il va développer, entre autres, une plantation de café et d'autres activités sur lesquelles je vais revenir. Ensuite, 1933, Monfred est expulsé d'Éthiopie, je brosse les grands jalons. Monfred est expulsé d'Éthiopie suite à un différend avec le roi des rois, sur lequel on reviendra aussi. 1935 débute l'invasion italienne. Monfred revient en Éthiopie début 1936, accompagnant les troupes italiennes, et il reste en Éthiopie pendant la durée de l'occupation fasciste de l'Éthiopie, 1936-1941. Les Italiens sont expulsés, pas du tout Henri de Monfred, mais Henri de Monfred finira par être arrêté par les autorités britanniques et sera envoyé à partir de 1942 au Kenya, où il sera d'abord dans un camp de détention et puis en liberté surveillée, avant d'être définitivement libéré, et plus tard de revenir en France, en 1946. Voilà la trame générale. Cette trame chronologique, en fait, est assez intéressante parce que la période 1911-1913 correspond à une période vraiment spécifique, 1911-1914 au niveau de l'Éthiopie, mais en tout cas à une période
politique et sociale très particulière. Et la deuxième période, celle qui commence pour Monfred en 1921, au niveau de l'Éthiopie plutôt en 1924, et qui s'achève avec l'agression italienne contre l'Éthiopie, est une deuxième période très spécifique de l'histoire de l'Éthiopie. Et donc on a comme ça deux périodes, et au cours de ces deux périodes, Henri de Monfred s'y trouvait. Donc c'est évidemment mon prétexte pour pouvoir vous en parler. Au niveau des témoignages, alors on a différents types de témoignages. Quelques ouvrages qui font référence d'un point de vue non fictionnel, romancé tout de même, à cette Éthiopie, vers les terres hostiles de l'Éthiopie que je mentionnerai encore, le drame éthiopien, les guerriers de l'Ogaden, très important, et écrit beaucoup plus tard, dans les années 60, un portrait de Ménélique nommé Ménélique tel qu'il fut. Bon, c'est un peu hardi, évidemment, quand on sait qu'il n'a pas beaucoup travaillé sur les archives, et a fortiori les archives en amharique, donc en langue locale éthiopienne ou en ge'ez. L'amharique, c'est la langue éthiopienne actuelle, et le ge'ez, c'est un peu comme le latin chez nous, c'est l'ancienne langue de l'Éthiopie qui n'est plus parlée, mais qui sert encore, pas tout à fait comme chez nous là, qui sert encore à la messe. Les deux sont des langues qui s'écrivent avec une même écriture, je vous en montrerai un petit échantillon tout à l'heure. Alors voilà, de façon un peu plus exhaustive, au niveau d'un récit autobiographique pour cette période, je vous renvoie à cet ouvrage d'Uharar au Kenya, où ça couvre la période de son retour en Éthiopie avec les troupes italiennes jusqu'à son arrestation, sa déportation au Kenya et son séjour au Kenya avant le retour en France. Donc, en gros, les années 1942-1946. Quelques essais qu'on qualifie parfois de reportages, mais qui font plutôt penser à des essais, ou en tout cas des témoignages, donc des écrits personnels, dans lesquels on n'a pas toujours l'exactitude historienne, mais en tout cas des sentiments, des impressions, des informations aussi générales, donc des ouvrages qui restent malgré tout tout à fait intéressants. Ceux-là sont plus nombreux, je vous parlerai un peu plus de celui-ci tout à l'heure vers les terres hostiles de l'Éthiopie. Et puis on trouve aussi beaucoup d'informations dans ses journaux personnels et sa correspondance, dont une partie a été éditée. Alors tout ça se présente sous des formes à l'origine tout à fait variées, personnelles et variées, qu'il s'agisse de lettres familiales, toujours souvent accompagnées de petits schémas, de dessins, donc tout cela est abondamment illustré et a été collationné, rassemblé en tout cas pour partie dans ces ouvrages que l'on trouve encore relativement facilement, même s'ils ne sont plus disponibles dans les catalogues pour une partie d'entre eux. Celui-là, oui, c'est le plus récent, et ça couvre justement ces années de déportation. Celui-là, je pense, est encore disponible, et rassemble ces trois-ci qui ne le sont plus. Adieu amateurs. Alors, nous allons maintenant aborder la troisième partie. Je vous avais dit, ne vous effrayez pas si la troisième partie arrive vite, parce que c'est évidemment la plus longue, c'est celle de l'histoire éthiopienne, pendant qu'Henri de Monfred y vivait. Premier séjour, 1911-1913, c'est quand il débarque comme jeune commis d'une maison de commerce, jeune à 30 ans. Il a effectué son voyage à bord d'un paquebot en 3e classe, l'Oxus, les messageries maritimes. Il faisait régulièrement la navette depuis Marseille, soit vers l'Indochine, soit vers ce que l'on appelait la grande île Madagascar, et dans un cas comme dans l'autre, faisait escale à Djibouti pour les ravitaillements. Ensuite, le voyage ferroviaire de Djibouti jusqu'à Dire-et-Dawa. En 1911, le train n'arrivait pas encore à Addis Abeba. C'est-à-dire que les travaux étaient
plus ou moins achevé jusqu'à une vingtaine de kilomètres d'Addis Abeba, mais il y avait un contentieux sur la question de la localisation de la gare. Et donc, on avait arrêté le train à une vingtaine de kilomètres d'Addis Abeba en attendant d'achever la ligne. Mais déjà, le train continuait donc au-delà de Djibouti. Dans un premier temps, le train venant de Djibouti s'arrêtait à Dire Dawa en 1902. Le chantier était achevé. Et puis, pendant plusieurs années, le chantier était bloqué parce qu'il y a l'empereur Ménélik, souverain éthiopien à l'époque du premier séjour de Monfray, l'empereur Ménélik avait le sentiment que la compagnie ferroviaire française, on ne parlait pas encore du train franco-djiboutien à ce moment-là, la compagnie ferroviaire française prenait un peu trop d'initiative et la part éthiopienne du projet avait tendance à diminuer. Donc Ménélik avait bloqué le temps de relancer les négociations qui ont duré plus de 4 ans. Quoi qu'il en soit, donc, au moment où Henri de Monfray arrive à Dire Dawa, ce train commence déjà à poursuivre sa route vers Addis Abeba. La photo qui est ici, à un an près, correspond à ce qui se faisait à l'époque où Henri de Monfray débarque. Donc c'est vraiment une image que vous pouvez vous mettre en tête pour imaginer son arrivée par train à Dire Dawa. Dire Dawa, c'est dans l'est de l'Éthiopie. C'est une ville qui a été entièrement construite pour être une station ferroviaire. Donc c'est une ville qui n'existait pas, c'est vraiment c'est un cas unique en Éthiopie de ville coloniale. Parce que l'Éthiopie, n'ayant pas été colonisée, elle a été occupée militairement pendant 5 ans, mais bon, ça s'est arrivé à d'autres pays que l'on connaît aussi, plus ou moins à la même époque d'ailleurs, mais en tout cas ce n'est pas une colonisation. En revanche, la ville de Dire Dawa n'est pas du tout une ville traditionnellement d'origine éthiopienne, et donc répond effectivement au plan des villes coloniales, avec les avenues, les rues qui se croisent à angle droit, tout un ensemble de commerces, de cinémas, d'hôtels, de cafés qui rapidement vont se développer. Tout cela, l'œuvre essentiellement de Grecs, d'Arméniens qui étaient déjà installés sur les rivages de la Corne d'Afrique, certains qui ont participé d'ailleurs à la construction du chantier ferroviaire, et puis qui s'installent et se développent, font venir leurs familles. Donc une ville vraiment très très particulière en Éthiopie, ce qui amène d'ailleurs de nombreux témoignages sur ces communautés grecques en particulier, et arméniennes aussi, dans les écrits de Monfray. On pourrait se demander, tiens, pourquoi Henri de Monfray parlait tellement des Grecs, des Arméniens. En fait, ils étaient très nombreux dans la Corne de l'Afrique. Je vous rappelle qu'on est à cette époque-là, à la fin de l'Empire ottoman. On est dans une période où les tensions communautaires dans l'Empire ottoman sont très très violentes. Les premiers massacres hamidiens ont déjà commencé depuis 2 décennies. On est presque à la veille du génocide des Arméniens, 1915, mais il y a déjà eu des épisodes violents précédents. Donc tout cela amène les populations à se déplacer, et évidemment la mer Rouge qui est en train de s'européaniser à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, est le premier accès facile possible à ces communautés. Donc c'est dans cet environnement qu'Henri de Monfray débarque. Et rapidement, il va s'intéresser aux régions montagneuses. Son objectif, sa mission plutôt sur place dans cette région, est d'établir des comptoirs, des points de contact, si vous voulez, d'approvisionnement pour sa maison de commerce, Lignoni, installée à Djibouti. Le commerce étant essentiellement celui du café, accessoirement celui des peaux et de l'ivoire à cette époque-là. Le commerce du café est déjà largement aux mains des Grecs pour la partie éthiopienne à ce moment-là. Donc forcément, il va très vite aussi entrer en concurrence avec ces communautés grecques, avec ces marchands grecs. D'où peut-être les remarques, les expressions parfois peu amènes à leur égard, puisque forcément, ils sont à la recherche des mêmes sources d'approvisionnement.
Je reviens pardon sur la photo précédente, juste pour une petite parenthèse. On est dans les montagnes du Tchertcher, donc c'est toute cette chaîne de montagnes de l'est de l'Éthiopie qui part au départ de Harar, où le climat est évidemment, comme je le disais tout à l'heure, plutôt tempéré, plutôt agréable. C'est là où il va retourner s'installer de toute façon 10 ans plus tard, en 1921, dans les montagnes du Tchertcher. Mais en particulier cette photographie dans le catalogue de l'exposition. J'ai vu que dans la bibliographie, on citait l'ouvrage de mon grand ami Hugues Fontaine. En fait, c'est de lui que je tiens l'autorisation de vous montrer cette photo, qu'il a exhumée d'un fonds en Autriche. Mais surtout, cet ouvrage est intéressant parce qu'il montre, à travers la photographie, le parcours en Afrique de l'Est d'un autre personnage qui a précédé Henri de Montfray et qu'on a parfois tendance à mettre un peu en parallèle, c'est Arthur Rimbaud. Et cette photo est liée à l'histoire d'Arthur Rimbaud, tout simplement parce que, selon Paulitsch, le naturaliste autrichien, dans le fond duquel on a trouvé cette photo, eh bien, lui dit que cette photo aurait été prise par Arthur Rimbaud. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais faire cette parenthèse avant de passer à la photo suivante. Rimbaud était photographe, hein, il a laissé pas mal de documents intéressants sur justement les régions de l'Afrique de l'Est et en particulier de l'Est de l'Éthiopie. Voilà une photo qui nous montre le comptoir, un des comptoirs d'Henri de Montfray à Derder, dans les montagnes du Tchertcher, et nous sommes donc, je le rappelle, toujours au début du XXe siècle, donc vers 1911. Et ce que vous voyez ici, ce sont tous des ballots de peau. Donc, ce sont des peaux d'animal. Évidemment, imaginez que ces peaux ne sont pas forcément toujours très très bien tannées. Elles vont l'être plus tard. Elles sont en général simplement séchées au soleil. Alors, je vous laisse imaginer la quantité de peau en amoncellement comme ça, avec un soleil, il n'y a pas de nuages. Hein. Même s'il ne fait pas très chaud, même si c'est tempéré quand même avec entre 25 et 30 degrés. Ça devait sentir de loin. Alors, le contexte particulier de l'Éthiopie à ce moment-là, c'est celui d'un pays qui, depuis quelques années seulement, mesure à peu près de 3 fois ce qu'historiquement il représentait. Donc, l'Éthiopie traditionnelle, c'est ceci. En tout cas, jusqu'en 1860-70, l'Éthiopie se limitait à ces régions-là. Et puis, progressivement, le roi du Shoah, Ménélik, avant qu'il ne devienne le roi des rois d'Éthiopie en 1889, entame des conquêtes. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, parce que je pourrais faire une conférence pendant 1 heure, même 2, rien que sur la raison pour laquelle il fait ses conquêtes, parce que c'était très important, mais simplement, disons, pour le dire rapidement, il avait besoin de remplir ses caisses. Pour remplir ses caisses, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par aller chercher des produits de consommation qu'il peut vendre à l'étranger, café, ivoire, or, etc. Et ensuite, à force d'aller les chercher, il dit, tout compte fait, autant ça vienne à moi, donc on repousse les frontières de plus en plus loin. Et ce café, cet or, cet ivoire, etc., ça lui sert à acheter. À votre avis, acheter quoi? Des armes. Et voilà, exactement, parce qu'il est en conflit avec le roi du Tigré. C'est un peu comme maintenant en Éthiopie, ça ne change jamais. Entre Addis Abeba et le Tigré, il y a toujours eu des rivalités. Et ces rivalités existaient déjà bien avant mon histoire, elles ont existé à ce moment-là. Ce sont des mouvements cycliques. Et ça revient régulièrement. Bref, toujours est-il qu'à l'époque de Ménélik, les conditions sont les mêmes. Donc lui, il veut s'imposer comme roi des rois sur l'Éthiopie. À ce moment-là, le roi des rois est un Tigréen, donc il doit commencer à augmenter sa puissance, à la fois financière et militaire. Et donc pour cela, il se lance dans une conquête territoriale. Et en 1889, quand il devient roi des rois, l'Éthiopie n'a pas encore tout à fait dans le sud ces frontières-là, mais on en est plus loin. En tout cas, quelques années plus tard, à la fin du XIXe siècle, de toute façon, ces conquêtes sont achevées et l'Éthiopie a plus ou moins grandi, multiplié par 3. Et donc, de ce qui était un État-nation, on en arrive à un système multinational.
multicommunautaire, multiconfessionnel, multi-ethnique, puisque ça va englober des tas de populations qui n'ont pas d'histoire commune, qui n'ont pas de langue commune, qui n'ont pas de religion commune, etc., etc. Donc le vieux royaume chrétien devient un empire multiconfessionnel, avec beaucoup d'animistes, beaucoup de musulmans, des gens qui parlent des tas d'autres langues, etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement complexe à gérer. Je vous explique ça simplement pour qu'on en arrive aux années de Monfred en Éthiopie, qui sont les années de fin de règne de Ménélik. Et à la fin du règne de Ménélik, évidemment, la nation n'a pas encore été construite, l'empire a été construit, il est consolidé, les frontières sont reconnues, les traités internationaux ont été signés, mais les gens qui sont dedans ne se sentent pas encore tous éthiopiens. Et donc, quand le pouvoir central commence à s'affaiblir, à vaciller, voire à disparaître, j'en parlerai, eh bien, les régions deviennent extrêmement centrifuges. Et c'est le contexte politique dans lequel évoluait Monfred dans ces 2 premières années. Et en plus, il va être là au moment de la grande crise dynastique. L'empereur Ménélik séduit, Ménélik II, et ma diapositive est un peu raccourcie, vous voyez, on ne voit pas tout à fait le bout, donc c'est pas un, parce que le Ménélik I, il est mythique, légendaire. Le Ménélik I, c'est celui qui aurait été, selon la tradition éthiopienne, le fils de la reine de Saba et du roi Salomon. Le Ménélik II, c'est lui. Donc c'est pour ça que j'insiste un peu, mais il faut vraiment ne gardez pas cette image en tête, pensez bien qu'il y a un 2. Il est Negosanegès, c'est-à-dire roi des rois d'Éthiopie, et Ménélik est celui qui va faire passer l'Éthiopie, je dirais, de l'ancien État éthiopien, qui avait, je dirais, intemporel, celui qui a toujours vécu depuis des siècles, à un État moderne. Alors, je n'ai pas dit qu'il va le moderniser, il va commencer, mais c'est surtout par après qu'on va vraiment moderniser l'Éthiopie pendant le XXe siècle. Mais en tout cas, lui va réaliser la transition et surtout, c'est celui qui va garantir à l'Éthiopie de conserver son indépendance et d'assurer sa souveraineté. Puisque le règne de Ménélik se place à l'époque de la fameuse ruée vers l'Afrique, c'est-à-dire au moment où le continent était partagé entre les puissances coloniales. D'ailleurs, l'Italie va essayer une première fois à ce moment-là. Et dans les différents instruments qu'il va adopter pour assurer l'indépendance de l'Éthiopie, pour lui garantir sa souveraineté sur ses territoires, c'est entre autres de s'adresser aux puissances internationales voisines. Alors ce ne sont plus les royaumes traditionnels africains autour, ce sont les Britanniques sur l'actuel Soudan ou l'actuel Kenya, les Italiens en Érythrée, les Français sur Aobok et plus tard Djibouti. Eh bien, il va adopter les mêmes codes que les Européens, c'est-à-dire des pièces de monnaie frappées à l'européenne, des timbres imprimés, alors dans un premier temps non, mais ensuite à l'européenne. Je m'explique. Alors, juste pour la parenthèse, ceci et ceci, fabrication parisienne. Mais commande évidemment de Ménélik et payée, achetée par l'Éthiopie. Alors pourquoi pas tout à fait? Bien, en fait, avec ce premier timbre poste, l'Éthiopie n'a pas pu entrer dans l'Union postale universelle. Pour une simple raison, c'est que Ménélik, pour affirmer sa souveraineté, n'a pas voulu utiliser une autre écriture que l'écriture éthiopienne. Or, une des règles de l'Union postale universelle était qu'il fallait que ce soit avec des caractères latins sur le timbre. Il pouvait y avoir d'autres caractères, mais il fallait au moins le nom du pays en caractères latins. Et lui avait refusé. Donc il a fallu quelques années et une deuxième série de timbres pour que l'Éthiopie puisse entrer dans l'Union postale universelle. Mais en tout cas, les bases étaient mises. Alors ça c'est un échantillon, mais il y a des tas d'autres choses qui vont avec ça. Un drapeau par exemple, et des tas de symboles qui vont être développés à l'image de ce que faisaient les voisins européens, pour qu'en fait ils se comprennent entre eux. On parle un peu la même langue, la même langue diplomatique. Mais ça ne va pas suffire aux Italiens pour respecter l'intégralité du territoire éthiopien. Et en 1895,
de nouveau, ça demanderait beaucoup d'explications antérieures, entre autres un fameux traité, un traité signé entre Ménélique et le roi Umberto d'Italie, un traité qui avait cette particularité d'avoir un article 17, et l'article 17 n'était pas rédigé de la même manière en italien et en amérique. Donc il y avait une petite entourloupe de la part des Italiens. C'est une question de grammaire, de conjugaison plus exactement, de nuances. Cet article 17, dans la version amérique, disait que l'Éthiopie pouvait passer par l'office italien pour ses relations internationales. La version italienne disait que l'Éthiopie devait passer par l'Italie et donc plaçait d'office l'Éthiopie sous le statut d'un protectorat italien. Quand les Éthiopiens s'en sont rendus compte, évidemment, ils ont voulu dénoncer le contrat, les Italiens n'ont pas voulu en négocier. Bref, la crise a duré pendant les 5 années de validité du traité et ça n'a jamais abouti, ça n'a jamais été au-delà. Sauf que, pendant ces 5 années-là, les Italiens ont bien compris que les Éthiopiens ne lâcheraient pas le morceau et que s'ils voulaient vraiment l'Éthiopie, ils allaient devoir la prendre par les armes. Et donc, ils se sont lancés dans une conquête de l'Éthiopie, une conquête, je vous le dis déjà, absolument catastrophique pour l'Italie, de l'Éthiopie en 1895. J'insiste un peu sur ça parce que ça expliquera ce qui va se passer en 1935 aussi. En 1895, donc, l'Italie décide d'envahir l'Éthiopie, tablant sur justement cet État un peu multinational, multiconfessionnel, multicommunautaire, donc quelque chose de pas trop bien soudé. Il y a juste une chose, c'est que les Italiens n'ont pas compris que même s'ils n'étaient pas très soudés entre eux, ils seraient quand même plus soudés entre eux qu'ils ne pourraient l'être vis-à-vis avec des Italiens. Et donc, la magie a quand même fonctionné pour l'Éthiopie, et très rapidement, Ménélique a pu mobiliser des troupes très importantes qui se sont déplacées, qui ont repoussé les Italiens une première fois, une deuxième fois, ensuite les ont repoussés à la limite de la frontière coloniale sur l'Érythrée établie à ce moment-là. Et là, le président du Conseil italien, Crispi, a obligé son état-major à reprendre les hostilités, alors que l'état-major italien n'avait plus du tout les moyens à ce moment-là. En plus, les Éthiopiens bénéficiaient d'un nombre important, entre-temps, d'agents infiltrés dans les lignes, dans les troupes italiennes. Bref, la bataille a duré un jour. Elle a été absolument catastrophique, alignant à peu près 20 000 Italiens, 25 000 Italiens d'un côté et 120 000 et plus Éthiopiens de l'autre. Le massacre a été intégral pour les Askaris érythréens, donc les supplétifs érythréens qui se battaient contre les Éthiopiens ont été largement massacrés. Les Italiens ont été largement, au contraire, préservés, c'est pas le mot que je cherche, mais bon, épargnés, merci. Et ont constitué d'ailleurs pendant 2 ans, le temps que les négociations de paix se fassent, se signent, et que l'Italie veuille bien finalement commencer par rembourser les dettes de guerre auxquelles elle était astreinte par traité. Bref, pendant 2 ans, ces prisonniers ont servi de main-d'œuvre à développer des routes, etc. en Éthiopie. Donc, la bataille d'Adwa, le 1er mars 1896, est vraiment une date, une page dans l'histoire éthiopienne. Et ça va l'être par après dans l'histoire italienne aussi, parce que vous imaginez que c'est une humiliation. Tout cela a ça a eu un écho énorme dans la presse occidentale, et l'image, c'était quoi? C'est celle d'un pays européen, le premier pays européen à se faire damer le pion par une armée africaine. Et à la fin du 19e siècle, une armée africaine, même si elle était équipée de fusils à culasse mobiles, qu'elle avait des mitrailleuses, des canons, etc., dans l'imaginaire populaire, une armée africaine, oui, c'est une bande de sauvages. Et donc, les Italiens se retrouvaient avec cette image, cette réputation de s'être fait écraser par une bande de sauvages en Afrique, n'avaient même pas été capables de prendre une colonie, alors que tous les autres pays y sont parvenus. Ça va évidemment nourrir une très très forte humiliation en Italie, sur lesquelles, une vingtaine d'années plus tard,
vont s'appuyer les fascistes, et en particulier en 1922 dans la marche sur Rome. Cette bataille d'Adwa va avoir une conséquence très importante pour les Éthiopiens, c'est celle d'être reconnus comme une nation. Et donc, à partir de l'année suivante, en 1897, les Français et les Britanniques, les premiers, vont arriver en même temps. C'est assez drôle parce que du coup, on a des témoignages croisés. On a à la fois les témoignages de la mission française qui racontent comment ils sont reçus à la cour et qui décrivent les Britanniques. Mais les Britanniques font la même chose de leur côté. Ils racontent comment ils sont reçus à la cour et ils décrivent les Français. Évidemment, les uns comme les autres sont les meilleurs et ont été mieux reçus que les précédents, enfin que les autres. Hein. Mais donc en même temps arrivent, et puis d'autres nations vont suivre, les premières missions diplomatiques qui vont déboucher sur l'installation de légations, donc des premières ambassades, si vous voulez. À l'époque, on ne parlait pas. À l'époque, l'ambassade, c'était les gens, les envoyés, et l'établissement d'un siège diplomatique, c'était une légation, en tout cas jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous voyons ici l'empereur Ménélique, ici, l'empereur Ménélique, hein, on connaît l'ombrelle, et quelques-uns des diplomates étrangers. Alors on est plus tard, on n'est plus en 1897, ici on a déjà évolué dans le temps. Mais c'est une autre période importante, toujours dans le règne de Ménélique, c'est que justement les voisins et nouveaux amis que sont les Français et les Britanniques à ce moment-là, se rendent compte que l'empire de Ménélique ne sera peut-être pas éternel, et donc commencent à s'organiser entre eux pour prévoir, alors garantir la souveraineté éthiopienne, parce qu'en fait ils auraient trop peur, les Britanniques, qu'elle échoue aux Français, ou les Français qu'elle échoue aux Britanniques. Donc ils s'entendaient très bien pour que personne ne l'occupe, mais en revanche la diviser en zones d'influence. Ce qui, évidemment, n'a pas du tout plu à Ménélique quand il l'a appris, ce traité qui avait été signé sans même que l'Éthiopie soit concernée. Et donc, dès l'année suivante, il va organiser, à partir de 1908, donc les 1907, mais appliqué en 1908, la modernisation des institutions, donc décentraliser le pouvoir de la cour, et créer des ministères, et ainsi de suite. Donc, faire sortir un peu le pouvoir du palais impérial et transmettre un petit peu à son aristocratie. Dans un même temps, la ville, la capitale, commence à se développer. Donc c'est Addis Abeba. Vous voyez à quoi elle ressemblait vers 1886, au moment des premiers établissements. Et puis très rapidement, elle va évoluer. L'empereur Ménélique, un rouleau compresseur pour la construction de routes. Voilà le centre, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous connaît Addis Abeba, il y est déjà allé, et ça c'est Piassa, l'actuel Piassa, donc vraiment le centre historique de la ville. Et la période de Montfred, de 1910 à 1914, en fait, c'est un peu l'aboutissement de tout cela. Donc, une période où cet empire est construit, la capitale a bien commencé à se développer, mais l'empereur Ménélique est vieux, malade, des crises d'apoplexie, qui vont finalement le laisser au secret dans le palais. Le peuple, on ne sait plus s'il est vraiment vivant, s'il est mort. À chaque bruit de la mort de Ménélique, une région ou une autre se soulève. Donc la situation devient très très tendue en Éthiopie. Et puis en 1911, le prince Yassou prend le pouvoir, un pouvoir très controversé. Ménélique est toujours dans le palais, il n'est officiellement pas mort, mais quelqu'un d'autre règne à sa place. Et puis en 1914, c'est là que l'histoire tourne pour l'Éthiopie, parce qu'un jeune prince, le cousin du prince Yassou, le neveu de Ménélique, réalise avec le soutien de toute l'aristocratie éthiopienne un coup d'État pour renverser le prince Yassou, et ce prince s'appelle Tafari. Tafari, vous le connaissez parce qu'il a une petite particule, son titre officiel à ce moment-là c'est Ras. Ras ça veut dire la tête dans les langues sémitiques, mais ça veut dire prince en Éthiopie. Le Ras Tafari, ça va, si je le prononce comme ça
fait peut-être penser à quelque chose, hein, les Rastas, les Rastafarians, ce sont des Jamaïcains, mais qui, en un moment, se sont placés sous, je dirais, l'obédience spirituelle du Rastafari d'Éthiopie. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est lié au panafricanisme, etc. Mais c'est de lui dont il s'agit. Vous le connaissez sous un autre nom aussi, le Rastafari, vous le connaissez sous le nom de Haile Selassie, le dernier Négus. C'est le même. Il change de nom quand il devient empereur. C'est fréquent, ça. Et finalement, l'empereur meurt dans le secret du palais le 12 décembre 1913. Et justement, 1913, peu avant, plusieurs mois avant la mort de Bénédicte, Henri de Montfred est de retour, a quitté l'Éthiopie, il a quitté sa maison de commerce, il est de retour à Djibouti, en Europe plus précisément où il va s'installer. C'est la période de ses secrets de la mer Rouge, etc. C'est la période qui va finalement le rendre célèbre. Ce n'est pas tellement ses écrits sur l'Éthiopie qui vont le rendre célèbre, c'est surtout, avant tout, ses secrets de la mer Rouge. Sa vie d'aventurier, et qu'il va mener pendant 7-8 ans, à peu près, avant de revenir en Éthiopie avec d'autres projets, et entre autres financés par les cargaisons du Kaipan, et ce qui est l'objet d'ailleurs du deuxième roman autobiographique, La croisière du hashish, et complété par ce qu'on trouve sur le Kaipan pour les amateurs. Quoi qu'il en soit, donc, Montfred est de retour en Éthiopie en 1921, il s'installe près de Harar. Alors je vous mentionnais ces localités, donc Djibouti, les frontières étaient déjà à peu près celles-là et n'ont pu évoluer. La ligne ferroviaire qui va à Addis Abeba, Dire Dawa, qui pendant longtemps a été le terminus du train et qui est cette fameuse ville créée avec le chemin de fer, la ville de Harar. Harar, c'est une ville musulmane, donc on est ici dans les régions Somalie, Afar, etc. On n'est pas du tout dans l'ancien royaume chrétien éthiopien. Harar a été intégré vers 1870 à l'Éthiopie. Quatrième ville sainte de l'islam d'ailleurs, Harar, et à proximité de Harar se trouve Harawé, là dans les montagnes du Tchertcher, où Montfred s'installe. Harawé, voilà, vous l'avez en transcription, Harawa, c'est plus correct, et la graphie gaèse amharique. Henri dans ses caféiers, parce qu'à Harawé, il va entre autres développer une plantation de café. De même qu'il va développer à Dire Dawa une entreprise de fabrication de pâtes alimentaires, pasta, et une entreprise de production d'électricité, une usine de production d'électricité. Donc voilà, il a quitté la navigation dans la mer Rouge et devient un homme d'affaires, basé à Harawé. Dans les témoignages de l'Éthiopie, tout à l'heure, j'ai parlé des écrits. Mais il n'y a pas que des écrits, il y a des images aussi. Alors, je m'empresse de préciser que normalement le crédit du département de l'Aude est mentionné dessus, mais de nouveau, il est un peu hors cadre. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir, bon, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est la question du coloriage de ces photos. Donc ce sont des photos qui, à l'origine, sont en noir et blanc, et que Henri de Montfred va colorier lui-même. Alors, je connais bien la campagne éthiopienne. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que si vous promenez dans la campagne éthiopienne, ces scènes-là, vous les voyez encore maintenant. Et en tout cas, les couleurs des vêtements, les couleurs des jarres, etc., correspondent. Je veux dire, il n'y a pas du tout de... il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Ou encore, cette vue d'Addis Abeba, je peux la confronter avec d'autres images que je connais de l'Éthiopie des années 20 et 30, et on commence à en avoir beaucoup, et on reconnaît tout à fait les infrastructures, et en fonction des pylônes, je peux même vous dire qu'on est plus près de 1930 que de 1920. Je vais y revenir tout à l'heure, parce qu'on a changé beaucoup des infrastructures à cette époque-là. Voilà une autre illustration. Alors, celle-là est intéressante, c'est dans les archives, Anne-Claude, vous me l'avez précisé tout à l'heure, sous le format d'une plaque de verre, que Henri de Montfred a colorié lui-même. Alors moi, je ne connaissais pas
ce document avant l'exposition, mais en revanche, je connaissais celle-là, qu'on trouve régulièrement. C'est en fait une carte postale éditée par les missions franciscaines. Alors, je vous explique de quoi il s'agit. C'est l'arbre de justice à Addis Abeba. C'est un grand ficus sycomore, et les gens qui étaient condamnés à mort étaient pendus à cet arbre, devant la cathédrale, enfin la basilique, évidemment, qui est lieu du grand marché aussi, donc l'exemple était bien visible de tous. Quand le Rastafari va être couronné empereur, en 1930, il va faire moderniser la ville, il va inviter des délégations de beaucoup de pays à participer à son couronnement, évidemment les nations européennes, les États-Unis, le Japon, l'Égypte, etc. Et donc à cette occasion, il va faire abattre ce ficus, qui fait quand même un peu tache dans l'image d'un pays qui veut se moderniser. Et donc on peut situer cette photo avant 1930. Enfin en tout cas avant la mi-1930. Alors bon, j'ai déjà parlé de la chronologie tout à l'heure, mais je vais juste revenir sur une et deux et trois dates importantes. C'est l'adhésion de l'Éthiopie à la SDN en 1923. En 1923, le Rastafari, il n'est pas encore empereur Haïlé Sélassié, obtient, et en partie grâce au soutien d'une partie de la population française, de la Belgique, un peu des Britanniques, évidemment pas du tout des Italiens, que l'Éthiopie soit acceptée au sein de la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies. Donc ça veut dire qu'elle est reconnue comme une nation, ce qui devrait, dans l'esprit en tout cas du Rastafari, la protéger d'éventuelles futures agressions italiennes. Il n'en a rien été, mais ça, 12 ans avant, je dis bien, il ne savait pas. Quoi qu'il en soit, dans la foulée de cette adhésion à la SDN, le prince Tafari va emmener son aristocratie avec lui, réaliser un grand tour en Europe. Alors, ce n'est pas parce qu'il voulait les emmener en excursion, c'était pour éviter qu'il complote derrière son dos pendant que lui était en voyage. Donc, il emmène tout le monde, comme ça il les garde sous surveillance. Quoi qu'il en soit, pendant ce grand tour européen, ils vont aller visiter des tas des usines ici, Krups par exemple en Allemagne, des Citroën en France, et ainsi de suite, et passer un grand nombre de commandes. Rien qu'un de ses feudataires, le Ras Haïlou, Haïlou c'était le prince d'une des provinces d'Éthiopie, va acheter une trentaine de voitures. Et il va créer une compagnie de taxi à Addis Abeba. Ça n'existait pas, il a eu cette idée pendant qu'il était en Europe, il dit tiens, moi je vais acheter 30 voitures et on va mettre sur le bateau et j'aurai mes taxis. Et puis des commandes pour des infrastructures plus lourdes, d'éclairage public, j'entends des routes et ainsi de suite. Et tout cela va évidemment culminer avec une modernisation surtout des infrastructures, moins des institutions et encore moins des mentalités, qui va culminer en 1930 à l'occasion du couronnement. Je vous montre ça en images. Alors, le parcours de Tafari Makwanen, Ras Tafari, devenu Haïlé Sélassié, donc il a d'abord régné de 1918 à 1928 en tant que Ras, prince, régent à l'époque où l'impératrice Zauditou était officiellement l'empereur. C'est une fille de Ménélique. Mais elle était impératrice, empereur, parce qu'il n'y a pas d'équivalent féminin en éthiopien, donc elle était femme empereur, mais en co-règne, en règne à deux têtes, avec le prince Tafari, qui est un peu coupé par le cadre. Ensuite, en 1930, donc, à la mort de Zauditou, c'est lui qui devient le roi des rois unique régnant sur l'Éthiopie. Et donc, à droite, vous avez une photo de son couronnement impérial. Vous n'avez pas l'impression de voir Charlemagne ou quelque chose comme ça, hein. Il y a la tiare, bien sûr, l'orbe, ou bien Georges V, hein, c'est la même chose, ou Édouard VII. C'est exactement les mêmes couronnements. Et je ne vous l'apprends peut-être pas, mais une délégation éthiopienne était présente au couronnement d'Édouard VII en 1902, et au celui de Georges V aussi. Et donc, évidemment, ils ont ramené les images, entre guillemets, de ces couronnements. Et comme Tafari avait vraiment à cœur de montrer qu'il était
une nation moderne, équivalente des nations européennes, et qu'il est lui-même un souverain chrétien, et puis surtout, il est un descendant du roi Salomon et de la reine de Saba. Je rappelle que Salomon est le fils de David, et que dans les évangiles, on dit que Jésus est issu de la maison de David. Donc c'est un lointain cousin de Jésus, finalement. Vous vous rendez compte, il est important, hein? Et c'est ça qu'il essaie de faire passer comme message à ceux qu'il a invités à son couronnement. Il n'a pas invité les chefs d'État ou de gouvernements occidentaux pour leur faire plaisir. C'est pour leur expliquer à quel point l'Éthiopie est importante et qu'elle doit rester indépendante et souveraine. C'était l'objectif de ce couronnement. Ça, c'est une photo de nouveau coloriée par Henri de Montfray. Donc, je vais glisser, puisqu'on parlait du personnage. Voilà la visite du Rastafari. Et justement, je vous parlais du Ras Haïlou qui a acheté les taxis, c'est lui, justement, à l'Arc de Triomphe. Les voici à Bruxelles en 1924, toujours, hein, dans la même période, ou encore ici, avec le roi Albert, ou bien les voilà en Italie, à Rome. Le prince Tafari ici, et le roi d'Italie. Et le couronnement, finalement, qui arrive, donc remarquable, le sceptre, l'orbe. Alors, ce couronnement a été fait en grande pompe, évidemment. Ils ont été jusqu'à louer un carrosse qui avait servi au Kaiser du Reich allemand, du Deuxième Reich, pour véhiculer l'empereur à sa sortie de la basilique Saint-Georges, aller vers son palais, à Addis Abeba. Donc tout ça amené par bateau, renvoyé par bateau ensuite. Alors pour l'occasion, les médias occidentaux avaient aussi dépêché un grand nombre de reporters, de photographes, de caméramans, et un service d'avion, tous les jours, renvoyait les pellicules à Londres. Alors l'avion, il mettait, c'était un peu moins rapide que maintenant, ça mettait quelques heures, et surtout des escales, plusieurs escales pour arriver jusqu'à Londres. C'était un très très grand événement. Ça a fait d'ailleurs la couverture du Times, de l'Illustration en France, et ainsi de suite. Voilà quelques exemples de presse de l'époque. Et puis surtout, c'est le changement du visage d'Addis Abeba pendant cette période, et on voit à quoi ressemblait la ville. Regardez comme elle change en 25 ans, c'est la même rue, c'est le même endroit, en 25 ans de différence, y compris les arbres, qui sont encore tout jeunes ici, et qui là ont bien grandi, sont des eucalyptus qui ont servi à reboiser la ville. Parce qu'en 1902, il avait été question de déplacer la capitale, comme ça se faisait toujours en Éthiopie. Quand il n'y avait plus de bois, on déplaçait la capitale. La capitale étant simplement le palais de l'empereur et tout ce qui gravitait autour. Donc ceux qui gravitaient autour, si l'empereur se déplaçait, il n'avait qu'à se déplacer aussi. Et là, on leur a dit non, c'est fini ça, il y a des commerces, il y a un train, etc. On ne fait plus comme avant. Et dans les solutions qui ont été amenées, c'est d'abord de créer un train ferroviaire, donc une machine à vapeur qui traînait des chariots et qui allait chercher du bois à 50 km, et entre-temps de reboiser la ville avec des eucalyptus, ça pousse vite. Si vous allez à Addis Abeba, alors maintenant il y en a moins depuis les dernières années parce qu'on a construit des tours à la place. Les Chinois et les Émiratis ont remplacé les eucalyptus par des grands bâtiments, mais jusqu'il y a 10-15 ans, à Addis Abeba, c'est encore une ville-jardin. Voilà le changement d'infrastructure dont je vous parlais tout à l'heure, l'éclairage public poteaux en bois remplacé par des pylônes entre le couronnement royal de 1928 et le couronnement, surtout à l'occasion, pour le couronnement de 1930. C'est le même endroit. Regardez aussi les trottoirs inexistants, ensuite bordurés et avec une balustrade. On a vraiment mis tous les moyens entre le décès de la reine Zauditou, de l'impératrice Zauditou, pardon, le 2 avril, et le couronnement impérial le 1er novembre. C'est sur quelques mois que tout ça s'est fait, avec des chantiers qui fonctionnaient 24 heures sur 24. Alors, toute la ville n'a pas été entièrement refaite, et là où on ne refaisait rien, on a mis des grandes barricades, des grandes tôles ondulées, pour cacher ce qui restait derrière.
Par contre, là où on refaisait, la municipalité d'Addis Abeba distribuait les pots de peinture pour que les gens repeignent leurs volets, châssis, ainsi de suite. Des nouvelles tôles ondulées pour refaire les toitures, tout ça importé depuis l'Europe, une grande partie depuis la France, et qui transitait par Djibouti, par bateau, et puis par le train que je vous ai montré tout à l'heure. La fameuse station des taxis, avec une partie des taxis du Ras Haïlou, un bon business. Des arcs de triomphe qui ont été construits en ferrociment, spécialement pour le couronnement. Il y en a 4 sur le trajet du cortège. Et pour le premier anniversaire du couronnement, la création d'un parlement et la promulgation de la première constitution éthiopienne en 1931. Alors, je vais revenir à Monfred maintenant, parce que 1924, la SDN concrétisée par les décisions parlementaires, la condition essentielle pour cette adhésion à la Société des Nations de l'Éthiopie était l'éradication complète de l'esclavagisme en Éthiopie, ce qui n'était pas réalisé encore en 1931 et a fortiori en 1932 ou en 1933, l'intérieur du Parlement. Avant l'invasion italienne et la restauration après dans les années 50, parce que les Italiens avaient évidemment effacé toutes les peintures sur lesquelles on voyait la dynastie éthiopienne, et donc vous avez ici les anciennes peintures, on voit le Rastafari sur lequel, la tête duquel on place la couronne, remplacé par une autre scène ici, où on le voit en visite auprès de Theodore Roosevelt sur un bateau en mer Rouge en 1942. C'est un moment important dans l'histoire d'Éthiopie parce que c'est ce qui a permis à l'Éthiopie de se dégager de la tutelle britannique. Parce que c'est les Britanniques qui ont un peu poussé les Italiens hors de l'Éthiopie en 1941. Et donc on en arrive, 1933, à la publication d'un reportage qui va servir de base à un texte, un livre, vers les terres hostiles d'Éthiopie, dans lequel Henri Monfred a eu un peu tendance à critiquer le Rastafari. En tout cas, il a écrit différentes choses qui n'ont pas plu au Rastafari. Il a aussi, dans ce reportage, rappelé que l'esclavagisme n'était toujours pas à l'état de souvenir en Éthiopie, mais il ne s'est pas non plus gêné de rappeler que c'était toujours actif à Djibouti, territoire français aussi. Mais bon, la nuance ne suffisait pas au Rastafari qui en a pris ombrage et a fait expulser Monfred et a confisqué ses biens. Donc, ses entreprises, sa propriété, son domaine, ses caféiers, tout cela. Le voici entre 1933 et 1935, donc à l'époque où il est exilé entre guillemets en Europe. En tout cas, lui a vécu ces années-là comme un exil. C'est l'époque aussi où il commence à être connu comme homme de lettres. 1931, c'est la date de publication de son premier roman biographique, Les Secrets de la mer Rouge. Et 1937, c'est la date où déjà, donc si peu de temps après finalement, c'est la date de la première adaptation cinématographique, avec l'acteur très connu avant-guerre, Harry Bor, qui joue le rôle de Monfred. Harry Bor qui a joué dans des films de Julien Duvivier aussi. C'était un acteur très connu à l'époque, même si beaucoup ont oublié le nom maintenant. « 1934, décembre, alors qu'une commission éthio-britannique est en train de marquer les frontières de l'Éthiopie à l'est, en progressant, ils croisent sur leur route un petit fortin installé autour d'un puits, dans lequel se trouve une compagnie militaire italienne. Un territoire qui est à peu près, un fortin, qui est à peu près à 150 km d'où devrait être la frontière italienne. Donc ils sont sommés de se retirer, ils refusent d'obtempérer. On en vient aux armes, la garnison italienne est à peu près décimée, et l'Italie prend cela
comme prétexte, affirmant qu'il s'agit d'une agression sur son sol, alors que c'était des territoires que l'Italie revendiquait. En fait, l'Italie voulait faire une frontière comme ceci. Vous allez prendre tout cela. Hein, la frontière aurait dû faire ça pour eux. Mais bon, ce n'était pas du tout ce qui était prévu, entre autres, avec les Britanniques, qui avaient déjà, eux, tracé leurs frontières avec le Somaliland, et il restait cette zone-ci à délimiter. Quoi qu'il en soit, les Italiens vont prendre ça comme prétexte, c'est le fameux incident de Walwal, c'est le nom de ce puits, pour déclencher les hostilités avec l'Éthiopie. Donc en 1935, je ne vais pas vous raconter la deuxième guerre italo-éthiopienne, mais bon, cette guerre va être relativement... Je ne sais pas trop comment qualifier cela, je vais plutôt vous l'expliquer. D'abord, elle va être violente par l'emploi de gaz moutarde sur les populations militaires, mais aussi civiles. Elle va être perpétrée dans une certaine indifférence européenne, parce qu'on est à une période où on se dit qu'il vaut mieux une guerre en Afrique et une paix en Europe que l'inverse. Et donc on laisse un peu faire l'Italie. Bon, ça n'aura pas servi, mais enfin bref. Je vous rappelle qu'on est à peu près au moment, dans les premiers mois de l'agression italienne, le moment où l'Allemagne remilitarise la Rhénanie. Les appétits vers la Tchéquie se marquent aussi. Bref, on s'est dit que ce n'est pas le moment de commencer à faire des histoires, et donc quand l'empereur Haïlé Sélassié s'adresse à la tribune à la Société des Nations à Genève, il ne sera évidemment absolument pas entendu, indépendamment du bruit du charivari qu'ont fait les Italiens et amis pour l'empêcher, pour couvrir sa voix, alors qu'il s'exprimait. L'armée éthiopienne va tant bien que mal essayer de résister, mais enfin ça va durer 6 mois et pas au-delà. L'empereur va devoir quitter l'Éthiopie, partir en exil en Grande-Bretagne. 1936. Le 5 mai, il a quitté Addis Abeba et les Italiens s'installent. Voici arrivant à Gibraltar pendant son départ en exil. Et à droite, il s'adresse à la presse après s'être adressé à la Tribune des Nations à Genève. Alors, une citation extraite d'un texte d'Henri qui montre toute l'ambiguïté du personnage. C'est pas du tout... On a retenu que Henri de Montfred, oui, il est revenu, il était pro-fasciste, il est revenu avec les troupes italiennes. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'était le cas. Je pense qu'il avait surtout envie de recouvrer ses propriétés. Et voilà un texte qui montre l'ambiguïté du personnage, parce qu'ici, en fait, il est plutôt du parti des Éthiopiens. Enfin bref, je laisse ça à votre réflexion, à votre sagacité. Quoi qu'il en soit, les campagnes italiennes, parce qu'en fait, les armées italiennes ont pris 3 directions pour arriver en Éthiopie, ont été violentes. Et la compromission ici, il n'y a pas de doute dessus, puisqu'on voit Henri de Montfred accompagnant le maréchal Rodolfo Graziani. Et le maréchal Graziani est un des généraux qui a conduit les troupes italiennes en Éthiopie, celui-là même qui a fait utiliser d'ailleurs le gaz moutarde, celui-là même qui va être relevé de sa fonction par Mussolini parce qu'il était jugé un peu trop violent. C'est tout dire. Rodolfo Graziani il était surnommé le boucher de la Cyrénaïque en Libye. Les Éthiopiens le nomment le boucher d'Addis Abeba aussi. Mais bon, ça n'avait pas de mesure, même si en quelques jours, des milliers, de 3000, selon des estimations relativement sérieuses, les Éthiopiens montent, ils ajoutent encore un 0, mais en tout cas, les 3000 sont relativement probables. En quelques jours, hein, en 2-3 jours seulement, d'Éthiopiens massacrés suite à une tentative d'attentat contre Rodolfo Graziani. Et pour la petite histoire, on a en 2012 inauguré
en Italie, a affilé dans sa patrie natale un monument à sa gloire. Bon, il y a eu beaucoup de protestations, mais ça n'a pas suffi. Le monument est toujours là. Et là aussi, c'est une citation qui amène à penser à la nuance chez Monfrède. Ayant connu l'Italie d'avant-guerre, j'avais naturellement été émerveillé de son rapide redressement dans l'œuvre démocratique du régime fasciste, tel du moins qu'il fut au début. Donc, moi qui prends quand même un peu ses distances, mais ça ne m'empêche pas d'avoir utilisé l'opportunité de se rendre en Éthiopie et de recouvrir ses biens. Quoi qu'il en soit, ça sera de courte durée, puisque les Italiens sont expulsés d'Éthiopie par les armées alliées, essentiellement britanniques et affiliés britanniques, néo-zélandais, sud-africains essentiellement, aussi des forces françaises et belges libres, en termes d'aviation, le fameux groupe Lorraine. 1941, premier pays libéré par les Alliés de la Deuxième Guerre mondiale, les autres vont devoir attendre quand même encore pas mal de temps. Et le retour à Addis Abeba de l'empereur, jour pour jour, le 5 mai 1941, 5 ans après. Alors jour pour jour, c'est pas un hasard. En fait, Haïlé Sélassié a attendu pendant plus d'un mois à la frontière éthiopienne. Ensuite, il était trop proche d'Addis Abeba, il a encore attendu 2 jours à Débré-Libanos pour vraiment entrer le 5 mai. C'était un homme de spectacle, Haïlé Sélassié. C'est quelqu'un qui savait organiser sa communication, son image et les événements. Quoi qu'il en soit, 1942, donc l'année suivante, Henri de Monfrède est arrêté par les autorités britanniques, envoyé en camp de prisonniers, les prisonniers de guerre, au Kenya, et il va en être là un télégramme échangé entre les autorités militaires britanniques, dans lequel, alors là j'aimerais bien aussi, je n'ai pas d'informations sur la chose, mais ce serait intéressant de savoir jusqu'à quel point il n'aurait pas un peu joué la comédie, mais en tout cas, les autorités militaires britanniques s'inquiètent de la santé d'Henri de Monfrède, qui estime qu'il n'en a plus pour moins d'1 an à vivre, sachant ce qu'il a encore vécu après, c'est pas mal, et donc qu'il faut le libérer, après le laisser sous surveillance, bien sûr au Kenya, mais en liberté surveillée. Donc on le libère des camps de prisonniers, voilà, ça on est en 1943, et il sera autorisé à revenir en France à partir de 1947, et l'histoire de Monfrède en Afrique de l'Est s'arrête évidemment là. Et moi aussi. Maintenant, si vous avez des questions, je veux bien essayer d'y répondre. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y avait plus à Haïlé Sélassié dans ce qu'a écrit Monfrède. Alors en 1933, donc dans cet article qui a servi de base à cet ouvrage, c'est essentiellement le fait qu'il mettait le doigt sur la subsistance de pratiques esclavagistes en Éthiopie, même si ce n'était pas un système, c'était assez marginal. Ce n'était pas du tout le fait de la cour et de l'aristocratie, mais ça montrait quand même qu'il n'avait pas le contrôle total sur l'ensemble de son pays. Donc ça, c'est vraiment la principale pierre d'achoppement. Mais il a été quand même, au-delà de ça, il a été relativement critique sur la personne de Haïlé Sélassié, en lui reprochant une fausse modernité, une modernité d'apparat, mais pas une vraie modernité, de moderniser sa cour et son confort, et forcément pas toujours qu'il y ait des retombées au niveau de la population. C'est ce genre de choses-là qui a déplu. Mais la question de l'esclavagisme était fondamentale. Est-ce qu'il y a toujours des esclaves en Éthiopie? Même en brousse Non, ça c'est quelque chose qui a totalement disparu en Éthiopie. Alors,
Si je devais vous dire quand, j'aurais du mal à être précis, mais en tout cas, très peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale, les dernières régions les plus retirées ne pouvaient plus pratiquer l'esclavage. C'est lié entre autres avec le développement des infrastructures routières, donc le désenclavement des régions les plus retirées, et ça a eu lieu dès les années 50. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots de l'Éthiopie actuelle, même si c'est hors sujet? C'est totalement hors sujet. Madame demande si je peux donner deux mots de l'Éthiopie actuelle, même si c'est hors sujet. Alors deux mots, non, parce que c'est vraiment trop peu de mots. Mais oui, on peut toujours en parler. Alors que dire, moi, si je devais résumer, je ne sais pas si vous avez quelques informations directement. Bon, l'Éthiopie actuelle est vraiment dans une situation extrêmement compliquée. Sécuritairement parlant, économiquement parlant. Alors je ne vais pas faire l'inventaire des problèmes politiques et économiques actuels de l'Éthiopie, mais si je devais donner un élément de réponse ou un élément d'explication plutôt, je vous dirais simplement ceci, c'est que la population éthiopienne double à peu près tous les 20 à 25 ans. Elle est actuellement de peut-être entre 130 et 140 millions de personnes, dont plus de 50% ont moins de 14 ans, donc ils ne sont pas encore le problème économique. Ils vont commencer à l'être progressivement. Vous voyez où je veux en venir? Alors, sachant qu'en plus, 60% de la population vit sur moins de 30% des terres tempérées, cultivables, etc., on a un morcellement des parcelles de plus en plus grand. Voilà, le problème il est là. Le problème c'est que quand vous mettez deux rats dans un aquarium, ben, ils se gardent chacun dans un côté, mais quand vous en avez 10, ça ne marche plus. Il n'y a pas assez de coins. Et voilà. Le problème il est aussi simple, je pense. Après, les formes que ça prend différentes formes. Alors dans la presse, vous avez souvent parlé, on dit conflit ethnique. Ouais, bon, ben, excusez-moi, mais la guerre franco-prussienne, est-ce que ce n'était pas aussi un conflit ethnique? C'est des protestants d'un côté, des catholiques de l'autre, qui parlent allemand, qui parlent français. Oui, ce sont des ethnos différents. Mais ça n'explique pas, c'est pas parce qu'on est différent qu'on se bat. On peut très bien vivre ensemble quand on est différent. C'est quand il y a une raison. Et la raison, eh bien, c'est par exemple qu'au niveau de l'Éthiopie, actuellement, la capitale, c'est un système fédéral, la capitale est une région fédérale, mais quand on a prévu le découpage des régions, cette capitale était beaucoup trop enserrée. Elle avait beaucoup de place à l'époque, mais on n'a pas prévu son agrandissement, et elle est maintenant beaucoup trop enserrée. Et elle mange sur les morceaux d'une région à côté. La capitale, c'est l'image de Ménélique, des rois chrétiens, mais les peuples autour, ce sont ceux qui ont été conquis par ceux-là au XIXe siècle, donc déjà, il y a un petit côté décolonisation, enfin, vous voyez, des choses très à la mode de maintenant, mais ça existe en Éthiopie aussi. En plus, avec la progression du front urbain, on a une augmentation du prix du foncier. Donc, ce que produisent les paysans qui sont face à ce front d'urbanisation qui avance de plus en plus, en fait, eux, ce qu'ils gagnent ne leur permet plus de conserver leurs terres, parce que les terres deviennent trop chères, et voilà, et ces gens se font rejeter par l'évolution du foncier. Vous avez ça à Addis Abeba, mais dans toutes les grandes villes, autour de toutes les grandes villes d'Éthiopie. Et chaque fois, ces villes et les campagnes représentent deux types de communautés différentes. Donc forcément, ça fait un conflit ethnique, mais ça ne veut rien dire un conflit ethnique. Pardon. Est-ce qu'il y a un flux migratoire ou ils n'en sont pas là? Vers l'Europe? Vers l'Europe, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, il y en a. Alors moins que les Érythréens, leurs cousins, mais il y en a. Alors pas uniquement vers l'Europe, vers le Moyen-Orient aussi. Hein, oui. Mais il est moindre. C'est pas encore le plus important. Mais bon, c'est sûr qu'il n'y a plus assez de place. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le lien qu'il y a entre la Jamaïque, la religion Rasta qui fait référence aucun lien, sauf le fait que la Jamaïque, c'est quelque part, ce sont, en remontant les générations, des populations d'origine africaine qui se sont libérées, qui ont créé leur État indépendant. Et un jour,
alors ça c'est la petite histoire qui raconte, c'est un peu le mythe fondateur des Rastafarians, qui disent que bon, il y avait une sécheresse en Jamaïque, et quand Haïlé Sélassié est arrivé avec son avion, il s'est mis à pleuvoir. Et ils l'ont reconnu comme étant l'envoyé, et ainsi de suite. Et donc, ils ont pris le nom, en tant que disciples, le nom les gens du Rastafari, donc les Rastafarians. Mais après, il n'y a aucun lien autre que celui, voilà, c'est comme si moi je me choisissais comme gourou Nelson Mandela, mais bon, j'ai pas de lien avec lui. Alors, Voilà. quand on voyait Vincent Marley, il y avait toute la représentation d'une aiguille. Oui, il y avait... toujours, c'est leur symbole, absolument, absolument. Et les couleurs du drapeau éthiopien, et ainsi de suite. Quels sont les rapports, excuse-moi, les rapports France-Éthiopie? Il n'y a pas eu des moments justement... Non, les rapports entre la France et l'Éthiopie sont relativement bons. L'ambassade de France et les affaires étrangères françaises sont relativement actives dans la coopération culturelle avec l'Éthiopie, la coopération militaire aussi. Donc non, alors le problème c'est que l'actuel homme fort de l'Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed, est quelqu'un d'assez versatile, et donc bon, jusqu'à quand cela durera-t-il, je pense que même lui ne le sait pas. Parce que je pense qu'à un moment, il y a un gouverneur qui a épousé une Française, d'ailleurs de Carcassonne, des environs. Ah, c'est possible, c'est tout à fait possible, ça je l'ignore complètement. C'est il y a longtemps? Bon, ça doit faire une trentaine d'années. Ah oui, à mon avis, 30 ans au pouvoir, il n'y a que les chefs d'État qui arrivent à ça. C'était un chef d'État. Un président. Les femmes, les affaires et des dissats. Ah oui, mais ça, l'affaire Elissa, c'est à Djibouti, ça. Oui. Ah oui, d'accord. Je mélange. Oui, c'est à côté. Et les ressources de l'Éthiopie, c'était le café uniquement? Pardon? Non. Les ressources actuelles de l'Éthiopie, le café, bien sûr, intervient. Les peaux interviennent, le cuir, hein, l'Éthiopie est un gros producteur de cuir et de viande. Alors la viande, ça ne vient pas chez nous, ça va surtout au Moyen-Orient. Mais actuellement, l'Éthiopie vit plus de deux autres choses. Pardon? À l'époque de Monfred. À l'époque de Monfred, la richesse de l'Éthiopie pour qui? le café, les peaux, l'ivoire, un peu l'or, mais nettement moins, mais surtout le café, les peaux et l'ivoire. Transformer le pays comme ils l'ont fait, ça n'est pas quelque chose quand même. Oui, après, vous savez, les gens, l'essentiel de la population n'intervenait pas dans la balance économique. Hein. À part le pouvoir, personne n'avait accès à l'économie internationale. En revanche, maintenant, s'ajoutent à ça deux choses. C'est d'une part les accaparements de terre, et donc des baux sur des milliers d'hectares qui sont offerts à des entreprises, loués à des entreprises d'agroalimentaire ou de biocarburants, d'une part, et d'autre part des parcs industriels. Donc l'Éthiopie développe des parcs industriels, et il y a différentes entreprises. La première connue qui avait franchi le pas et quitté l'Asie pour s'installer en Éthiopie, c'était H&M. Après, il y a aussi, il n'y a pas que les marques européennes que vous connaissez, il y a des tas d'usines turques, etc., qui se sont installées en Éthiopie, parce que c'est moins cher. Enfin, ils vivent la même chose que nous à leur échelle. Mais l'Éthiopie vit évidemment de ses parcs industriels. Le roi Ménélique et le roi Haïlé Sélassié, c'était des régimes durs, c'était des gens durs, où il y avait une certaine liberté pour la population, pour les Européens qui vivaient, ou c'était vraiment difficile de vivre sous alors, déjà, sous Ménélique, c'est une chose, sous Haïlé Sélassié avant l'exil, c'est une deuxième chose, et Haïlé Sélassié après l'exil, c'est encore une autre chose. Haïlé Sélassié a vraiment, dans sa personnalité, il a très très fortement changé entre avant et après l'exil. Alors je pense que c'est pas le fait d'avoir été en exil en Grande-Bretagne et bon, qu'il a dû manger du bœuf à la menthe. Je crois que c'est pas pour ça qu'il a changé. C'est surtout la déception
de ne pas avoir été entendu en 1936 à Genève. Et ça l'a fondamentalement changé. Et quand il est revenu en Éthiopie en 1941, il n'a plus du tout fonctionné avec les Occidentaux de la même manière. D'autant qu'entre-temps, les États-Unis entraient dans le jeu, enfin bref, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'à son retour d'exil, il a dû reconquérir son pouvoir. Comme il était parti en exil et qu'il n'est pas resté dans le maquis avec d'autres partis de résistants, tout le monde, c'était pas évident pour tout le monde qu'il était à sa place sur son trône d'empereur en 1941 en revenant. Donc il a dû reprendre son pouvoir, et sa manière de reprendre le pouvoir, ça a été de resserrer très fortement. Et donc l'Éthiopie a évolué dans cette direction-là. Alors après, pour les étrangers, ben écoutez, à l'époque de Ménélique, c'était totalement arbitraire. Si vous ne plaisiez pas à l'empereur, vous étiez expulsé ou emprisonné. Voilà. Ménélique pouvait commander une cargaison d'armes, vous aviez intérêt à vous faire payer avant, parce que si vous n'avez pas envie de payer après, il ne payait pas. Rimbaud s'en souvient très bien d'ailleurs. Donc voilà, oui, évidemment, on n'était pas dans des monarchies parlementaires, avec un contrôle comme on peut l'imaginer maintenant, c'est sûr. Au niveau de sa vie privée et familiale, qu'est-ce que... Celle de qui, madame? De Henri de Manfred. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que dans l'exposition, on a parlé de sa deuxième femme. Oui, alors écoutez, moi je ne suis pas un historien d'Henri de Manfred, donc je préfère ne pas entrer sur ce sujet-là. Quelle est la religion actuellement prédominante en Éthiopie? Et alors, est-ce qu'il fait bon aller en Éthiopie demain? Demain, moi j'attendrai encore un petit peu. Au mois d'octobre, le climat est meilleur, on est à la fin de la période des pluies. Mais après, oui, alors... et la religion non, actuellement? je vais terminer avec la question du climat. Non, c'est sûr que le climat... Vous pouvez aller en Éthiopie maintenant, vous ne pourrez juste simplement pas aller partout en Éthiopie. Voilà. Ça a toujours été, mais il y a 10 ans, le pas partout se limitait à de petits endroits. Maintenant, le pas partout se limite à beaucoup de zones. La situation est tendue, je vous le disais. Alors, en termes de religion, là vous entrez sur... pardon ? Elle est tendue avec qui ? La situation est tendue avec qui? Avec d'autres pays? Non, entre les différentes communautés éthiopiennes, justement, on est trop nombreux, donc oui, problème de place. Alors, la question des religions, ça c'est là vous entrez dans mon vrai sujet. Les religions en Éthiopie, vous avez traditionnellement, l'Éthiopie est un État chrétien. C'est le deuxième État chrétien après l'Arménie. De quand date cette chrétienté? Pardon? De quand date? J'allais y venir. L'Éthiopie est devenue chrétienne, la conversion des souverains, parce que ce sont d'abord des souverains qui se sont christianisés, date de 325. Donc 325-335, selon les éléments qu'on prend en compte. Enfin bon, c'est au début du IVe siècle, en tout cas c'est avant Rome. Rome c'est... 313. Ah non, ça c'est l'édit de tolérance. Oui. C'est pas la religion d'État. La religion d'État, c'est Théodose. C'est à la fin. Hein, ouais. Voilà. Donc c'est avant Rome. L'Éthiopie est le deuxième État à être devenu chrétien officiellement. Et il y avait des communautés chrétiennes en Éthiopie avant déjà. L'Éthiopie était très importante dans l'Empire romain tardif et dans l'Empire byzantin. Parce que cet empire était essentiellement tourné vers le commerce des produits précieux qui venaient d'Inde. Et le maillon, c'était l'Éthiopie. C'est ce qui explique la christianisation de l'Éthiopie. Maintenant, tout cela a évolué, entre autres à la fin du XIXe siècle, avec l'agrégation de régions tout autour, qui font que l'Éthiopie est un pays multi-religieux, plus l'influence missionnaire étrangère à partir de la fin du XIXe siècle. On se retrouve, pour faire bref, actuellement avec une majorité de chrétiens orthodoxes. Alors ce ne sont pas des orthodoxes gréco-russes, ils ne reconnaissent pas le patriarcat d'Alexandrie, ils sont monophysites, donc ils n'ont pas du tout la même profession de foi que les orthodoxes gréco-russes, mais ils font partie des communautés orthodoxes orientales, comme les Coptes. D'accord ? C'est la même église que les Coptes.
et il représente à peu près, on va dire, 40% de la population, un peu plus. Il y a à peu près 30% de musulmans, 23% d'évangéliques, ça c'est un phénomène du XXe siècle évidemment, 1% de catholiques, et il reste 1% à peu près, même 1% de catholiques, vous rigolez, mais ça fait 13 millions de personnes dans un pays de 130 millions d'habitants. Hein, c'est beaucoup. Hein. Et à peu près 1% de gens qui sont restés exclusivement attachés aux religions traditionnelles. Sachant que dans les orthodoxes, mais surtout dans les musulmans, il reste encore de relativement importantes communautés, et encore plus chez les évangéliques, pardon, communautés qui pratiquent un peu les deux systèmes. Donc qui sont toujours pratiquants de leur religion traditionnelle, mais qui ont adopté un monothéisme officiel. Voilà. Et donc, par ordre décroissant, orthodoxes, musulmans, évangéliques. Quelle est la place de la femme dans cette civilisation? Dans la cuisine, au champ ou au puits? Toujours. Non, je plaisante, là je fais une boutade, mais c'est vrai, totalement vrai dans les campagnes, beaucoup moins vrai dans les villes. Après, dans les villes, ça dépend aussi du niveau socio-professionnel des familles. Cela dit, même dans les campagnes, effectivement, sa place était à la cuisine, au champ ou au puits, mais aussi à la trésorerie. Mais est-ce qu'elles vont à l'école, les petites filles? De plus en plus, de plus en plus. Mais la question est même pour les petits garçons. Hein. Il n'y a pas tellement... Il n'y a pas tellement de différence à ce niveau-là. C'est plutôt après, dans la vie sociale, une fois que les couples sont composés, toujours dans le monde rural, j'entends, que cela se fait. Mais il ne faut pas oublier que l'Éthiopie a connu quand même 2 décennies de marxisme-léninisme, où on a mis les femmes pour conduire des autobus, et ainsi de suite. Et donc, ça a un peu bouleversé, violemment, et dans la terreur pendant plusieurs années, mais ça a un peu bouleversé les structures traditionnelles. Mais malgré tout, bon, il reste... mais c'est moins criant que dans d'autres mondes voisins. Je pense par exemple en particulier à la Somalie ou au nord de l'Afrique de l'Est, au Soudan, en Égypte. C'est nettement moins criant que dans ces pays-là, la différence. Et l'écriture gaise est encore écrite? Oui, bien sûr. Ah oui, oui. L'écriture du gaze sert pour l'amharique ou le tigrinya. Ces 2 langues-là s'écrivent avec... Donc la langue du Tigré, dans le nord, la langue de l'amharique, tout le centre, s'écrivent avec la même écriture, qui est l'écriture du gaze ancien. Comme nous, on utilise l'alphabet latin pour l'allemand, pour l'espagnol, pour le français même, pas que pour le latin. D'ailleurs, on a même ajouté des lettres qui n'existaient pas en latin. C'est passionnant d'avoir un Plaisir.